Voici un petit problème posé. Comme à l'accoutumée, je vais vous demander d'arrêter la vidéo à un certain moment et de résoudre ce problème-là. Et après, je vais en faire la discussion. Voilà, donc on dit qu'un bateau situé en un point A doit se rendre en un point B. Donc en fait, il y a tout simplement, bien sûr, une évolution du bateau d'un point A à un point B, c'est-à-dire qu'il va circuler, c'est-à-dire qu'il va passer d'un point A à un point B au travers d'une trajectoire. Au travers du temps, pendant un certain temps T. Voilà. De l'autre côté, voilà, donc un bateau situé en un point A doit se rendre en un point B, donc il va évoluer d'un point A à un point B de l'autre côté de la rive en utilisant une trajectoire rectiligne, donc c'est une droite. Sachant que le courant sens AD exerce sur le bateau une force F1, donc ça c'est le courant d'eau, et que le moteur exerce dans le sens de la direction AC une force F2, calculer l'intensité de F1 après avoir représenté sur le dessin de F2 ainsi que de la résultante. Voilà. Je vais vous donner le dessin qui est ici. Voilà. Donc la rive, on a le courant d'eau qui est ici. Voilà. Ici, bien sûr, on a la rive gauche et la rive droite. Voilà, on a 10 mètres de séparation entre les deux rives et voilà, la force. Voilà le bateau. Si je dessine le bateau, voilà le bateau qui est ici, va de A à C. Donc, d'un côté de la rive à l'autre côté. Voilà, il fait une trajectoire rectiligne, le bateau, il part de A pour aller à C, et il fait une trajectoire rectiligne, comme ceci. Voilà. Et puis, bon, bien sûr, il y a la force du courant AD, qui va de A vers D, hein. Le courant, il va par là, A vers D. Ce qui fait que, on a quoi? Ben, on a une force du courant qui fait en sorte que le bateau est dévié de sa trajectoire. Voilà. Et à cause de ça, c'est voilà, la force due, je veux dire, au courant. Et là, on a la force due euh, à la force du moteur du bateau. Voilà. Donc, la trajectoire du bateau va être plutôt comme celle-ci, fatalement, parce qu'en fait, il y a deux forces qui vont interagir. La force du moteur du bateau qui permet d'aller d'un point A à un point B en ligne droite, et la force du courant qui est aussi en rectiligne, en ligne droite. Donc, fatalement, je veux dire, il y a deux forces qui vont intervenir. Voilà, une comme ceci, pour donner une résultante. Le bateau va être dévié dans ce sens-là. Voilà, c'est une résultante de force, de deux forces concurrentes. Hein. On aura la force F1 qui est ici, et la force, si vous voulez, F2 qui est ici, et F1 plus F2 va donner la résultante. Donc F1 plus F2 est égal à, si vous voulez, R. Résultante R. Voilà. C'est là la somme, la composition de deux forces concurrentes qui va donner la résultante totale. Bon, on ne parle pas du temps ici, on s'en fout du temps. Parce que le but, c'est de pas calculer en fonction de paramètres temporels. Donc, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de quoi que ce soit ici encore rentre en jeu. C'est juste une composition de force qui va faire en sorte qu'on a une force complémentaire qui va, enfin, une force complémentaire qui est celle du courant, qui va faire dévier la trajectoire du bateau dans une certaine direction. Voilà. Alors, sachez qu'ici, on a 20 degrés entre la rive gauche et la résultante, la déviation du bateau. Le bateau va se retrouver réellement ici, en fait, si vous voulez. Voilà, ici. Ça, c'est le fictif, et ça, c'est le réel. Parce que le fictif, ce serait réel s'il n'y aurait pas de courant, mais comme il y a un courant, elle est déviée, donc ça, c'est plutôt s'il n'y avait pas de courant, hein, F1, la force F1 seule, s'il n'y avait pas le courant, et donc la force F2, hein, c'est la force F1 tout seul. Mais comme la force F1 n'est pas toute seule, il y a F2, bien fatalement, elle va prendre une direction qui est réelle ici, qui est la résultante R. Voilà, et ça, c'est la trajectoire de la résistance qui fait 20 degrés par rapport à la rive gauche. Et là, on a un angle de 110 degrés entre la rive droite et, si vous voulez, et le moteur, le bateau, s'il était dans une trajectoire rectiligne seul, c'est-à-dire supporté par la force motrice du moteur dont la direction, enfin dont le vecteur est F1.
Voilà. Donc, ici, le schéma, il est bien compréhensible. Maintenant que je vous ai montré le schéma, on a bien 110 degrés ici. Donc 110 entre F1 et F2 et 20 degrés entre la rive gauche et la résultante. On a bien 20 degrés et 110 degrés ici. Alors maintenant que vous avez le schéma en votre possession, ben répondez à cette question-là. Et puis, on en discute. On va en discuter. Donc, je répète l'énoncé. Un bâton situé en un point A. Donc, au départ de sa trajectoire, il est en A. Doit se rendre en B, de l'autre côté de la rive, bien sûr. Ouais. Donc, il doit se rendre en B, de l'autre côté de la rive, en utilisant la trajectoire rectiligne, sachant que le courant sans AD exerce sur le bateau. Et donc, il doit aller d'un point A en point B de l'autre côté de la rive en utilisant une trajectoire rectiligne, sachant que le courant sens AD exerce sur le bateau une force F1. Et que le moteur exerce dans le sens de la direction AC une force F2. Donc ici, c'est plutôt la force F2, je m'excuse. Hein, parce qu'en fait, ici, ils disent que, sachant que le courant sens AD exerce sur le bateau une force F1, ça c'est la force du courant qui est F1, donc la force du courant c'est F1, voilà, et que le moteur exerce dans le sens de la direction AC une force F2. Donc voilà, donc AC, voilà, on a F2 suivant AC et F1 suivant, si vous voulez, CB, il doit aller de point A au point B. Voilà, donc du point A au point B, c'est la direction, je veux dire, réelle. Hein, la direction réelle. Voilà. Alors, il demande, l'énoncé, c'est calculer l'intensité de F1 après avoir représenté sur le dessin de F2, ainsi que la résultante. Donc, il demande que vaut la norme de F1, si vous voulez, et c'est que la résultante R. Voilà. Ici, vous pouvez couper la vidéo. Je vous demande de résoudre ce problème-là. Et puis, vraiment, on va en discuter de ce problème-là, qui est un énoncé que j'ai trouvé, je veux dire, bon, voilà, j'ai trouvé cet énoncé-là au niveau, voilà, ça a été fait par un professionnel, en fait, on va dire ça comme ça. Donc, et on en discute par après. Donc ici, vous coupez la vidéo et on va regarder après ça. Voilà, je reviens logiquement après que vous avez coupé votre vidéo pour essayer de résoudre ce problème-là. Je vous ai donné l'énoncé ainsi que le dessin. Donc, on va en discuter maintenant. Et comme je vous ai dit, ça provient de quelqu'un qui a écrit ça. Voilà, et qui pensait faire une bonne action pour les mathématiques, mais en fait, quelque part, on va dire que ce problème-là, il est impossible. Il est impossible. Je vais vous expliquer pourquoi il est impossible. Bien que beaucoup de gens ont fait des calculs, peut-être probablement vous avez essayé de faire des calculs, mais je peux vous dire que ce problème-là, il est impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas déterminer l'intensité de la force F1. Regardez bien. Je vais faire tous les calculs possibles et imaginables et vous prouver que, je veux dire, on ne sait pas déterminer l'intensité de F1 et de R. Alors, la personne qui a écrit ceci a confondu certaines choses. Bon, ici, je ne connais pas F2. Fatalement, on ne m'a pas donné l'intensité de F2. Je ne connais pas F2. Voilà. Je ne connais pas l'intensité de F2. Je ne connais pas l'intensité de F1. Comment voulez-vous que je trouve l'intensité de R? De la résultante. Ni avec F2, ni avec. Ne connaissant ni F2, ni qu'est-ce, ben, je veux dire, je ne sais rien trouver du tout. Mais je vais vous montrer ce qui s'est passé, ce que le problème, la personne a probablement confondu au niveau de l'énoncé. Et comment peut-on résoudre un problème comme ceci, voilà, alors qu'on ne trouvera pas fatalement
Ouais, d'autant plus que, regardez ici, le pire il est là, hein, le pire il est là. Ce dessin n'est pas à l'échelle. Voilà, ce dessin n'est pas à l'échelle. Voilà, ça c'est encore pire, parce que s'il était à l'échelle, je peux déterminer, bon, combien vaut F2, euh, et à ce moment-là, démarrer, si je connais F2, je peux commencer voilà, à trouver certaines choses. Voilà. S'il est à l'échelle, le problème il est là, c'est que je veux dire, le problème il n'est pas à l'échelle, et c'est ça qui rend le problème euh, irrésolvable, ou irrésoluble, je ne sais pas comment on dit. Irrésolvable, irrésolvable, irrésoluble, ou je ne sais pas comment on dit ça, mais le bon mot, mais voilà, c'est le fait qu'il ne soit pas à l'échelle, parce que s'il était à l'échelle, à ce moment on sait trouver beaucoup de choses. Bon, alors ceci étant dit, bah, on va essayer de trouver quelque chose et donner une forme à tout ça. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe? De deux choses l'une. Je peux résoudre le problème de deux manières, mais je n'aurai pas la vraie intensité de force. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le monsieur qui a fait ça, cet énoncé a confondu deux choses. En fait, ce qui se passe, c'est que on peut résoudre le problème sans repère. Voilà. Ou résoudre le problème, voilà, avec repère. Si je résous le problème sans repère, je vais retomber sur je veux dire, un système triangulé ici. C'est un système triangulé, hein, je peux considérer ça comme un système avec des triangles, mais j'ai des triangles. J'ai qu'un seul triangle d'ailleurs. Enfin, je peux avoir des compositions de plusieurs triangles. Ici, vous allez voir comment. Mais je veux dire, je peux avoir plusieurs triangles et trouver certaines choses. Donc, par les systèmes triangulés, je peux trouver, je veux dire, on connaît les formules pour trouver les côtés d'un triangle connaissant deux autres côtés, ou un angle, voilà, un angle de deux côtés, etc. On sait trouver, je veux dire, voilà, les autres côtés. Voilà. Donc, si je travaille sans repère, je peux trouver certaines choses. Bon, maintenant, si je travaille avec repère, bon, c'est une méthode analytique. Voilà, et là, je retombe sur la géométrie analytique dans le plan, et il n'y a aucun souci, je peux décomposer en, comment est-ce qu'on appelle ça, en composante en suivant X et composante suivant Y. Il n'y a rien qui peut, je veux dire, voilà. Alors, on va aborder la chose, comment? Et je vais vous dire pourquoi ça ne va pas aller. Parce que le monsieur qui a fait l'énoncé a confondu. D'autant plus qu'il a marqué ce système n'est pas à l'échelle. Hein. C'est ça le pire, parce que s'il est à l'échelle, comme je dis, je peux commencer à faire démarrer mes calculs. Le monsieur a confondu quoi? Mais en fait, système de points vecteurs. Voilà, système de points vecteurs et force. Voilà, il a confondu système de points vecteurs et force. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une force? Qu'est-ce que c'est que. Ouais, qu'est-ce que c'est qu'une force? Tout d'abord, une force, c'est en physique qu'on étudie les forces, c'est pas en mathématiques. Les forces, c'est toute cause capable de. Euh, toute, cause, toute cause capable de provoquer, je veux dire, un effet de déformation. Hein, vous prenez une éponge, vous déformez l'éponge. Maintenir à l'équilibre, par exemple, si j'ai une échelle à l'équilibre, c'est dû à des forces. Ce sont des causes, voilà. Et c'est toute cause capable de mettre en mouvement voilà, un corps. Toute cause capable susceptible de provoquer une altération d'équilibre ou une mise en équilibre ou une déformation, ben voilà, c'est ce qu'on appelle une force. Et il existe différents types de forces, force musculaire, force d'attraction coulombienne électrique, force de Van der Waals, force de cohésion électrique, enfin de cohésion, je veux dire, voilà, atomique, etc. Force de Van der Waals, force de Kison, London, force, force d'appui, voilà, les forces d'appui, action-réaction, force motrice due à des moteurs, force de gravitation, force, voilà, force magnétique, force électrostatique. Bon, il existe toute une panoplie de gammes de forces possibles et imaginables, bon, qu'on étudie, je veux dire, en sciences physiques. Voilà, bon, ça c'est pour ce qui est de force. Bon, maintenant, généralement, une force, ce n'est pas un nombre pur, parce qu'une force, on ne peut pas l'additionner, on ne peut pas faire 3 plus 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une direction.
Il y a une direction. Et quand on a deux vecteurs, quand on additionne les deux vecteurs, on peut faire 3 plus 2 dans les vecteurs que s'ils sont collinaires. S'ils ne sont pas collinaires, à ce moment-là, il faut tenir compte des angles. Et voilà. Donc dans les forces, il faut tenir compte des angles et donc de la direction. Et en plus de ça, il y a un sens à une force. Je peux aller dans un sens comme dans l'autre par rapport à une direction donnée. Donc en fait, il y a un signe qui est soit positif, soit négatif, si on va dans un sens ou enfin, si on va dans un autre sens par rapport à une référence de sens donné. Donc la force est caractérisée par un vecteur. Les vecteurs, c'est tout ce qui possède. On caractérise un vecteur, une grandeur physique, un vecteur si la grandeur physique possède une direction, un sens et une intensité. Voilà. On peut dire aussi, rarement, on peut attribuer aussi un point d'application, mais on n'est pas obligé de mettre un point d'application pour définir le vecteur. Le vecteur, c'est tout d'abord direction, parce que un point d'application, on a les vecteurs libres et liés. S'il est lié, il est lié à un point d'application. S'il est libre, il est libre dans l'espace ou dans le plan. Alors, peu importe. Il y a les vecteurs libres et les vecteurs liés. Mais tout ça pour vous dire que le vecteur, c'est une grandeur qui est caractéristique d'une direction, d'un sens par rapport à la direction, dans un sens ou dans l'autre. Par rapport à une ligne, on peut aller soit dans un sens bien précis ou dans le sens opposé. Et la grandeur du vecteur, qui est ce qu'on appelle la norme. Voilà. Donc ici, ce qui va se passer ici, c'est que, en fait, je n'ai pas d'intensité F2, mais j'ai la direction de F2. J'ai le sens et la direction de F2, mais je n'ai pas l'intensité de F2. J'ai la direction et j'ai le sens de F1, mais je n'ai pas la grandeur de F1. J'ai la direction et j'ai le sens de R, mais je n'ai pas, si vous voulez, l'intensité de R. Donc en fait, il y a 3 inconnus. Le F2 en intensité est inconnu, F1 en intensité est inconnu, et R en intensité est inconnu. Bon, et certains feront des calculs, comme ceux qui ont arrêté la vidéo, qui ont voulu essayer de entamer ce problème, de faire intervenir le 10 mètres. Mais le 10 mètres, bon, par rapport à la force, ça n'a rien à voir. Le 10 mètres, c'est une longueur. 10 mètres, c'est une longueur. Ne confondez pas une force qui est en newton, qui n'a rien à faire avec une longueur. On utilise les forces et les longueurs quand on a ce qu'on appelle des bras de levier. Ça, oui, mais ici, c'est pas un bras de levier. Ici, si on a, voilà, on a une composition de force, voilà, mais avec une distance de rive qui est de 10 mètres, ça n'a rien à voir. Alors maintenant, avec ces 10 mètres, je peux construire des choses, mais je ne trouverai pas l'intensité des forces. Par contre, ce que je peux trouver, c'est une proportionnalité par rapport à ces forces. J'aurai une proportionnalité par rapport à ces intensités de force, mais je n'aurai pas la force exacte F2. Donc ce problème-là, il est impossible. Je ne trouverai pas F2, mais je trouverai une proportion de F2. Mais pas en jouant avec des forces à ce moment-là, mais en jouant avec un système de points vecteurs. Voilà, en jouant avec le système de points vecteurs, là, à ce moment-là, je peux trouver, je veux dire, des proportionnalités de la force F2. Voilà. Et s'il était à l'échelle, connaissant la proportionnalité due à l'échelle, parce que la proportionnalité, ça va être justement euh, la mise à l'échelle. La mise à l'échelle va me dire 1 cm vaut autant de newton. 1 cm vaut autant de newton. Si je connais l'intensité, ben, si je connais le système de points vecteurs et donc l'échelle, je peux définir tout de suite l'intensité de F2. Mais je ne connais ni l'échelle n'est connue, et ni F2, ni F1, ni R. Donc fatalement, ce problème-là, il est impossible. Voilà. Alors, la personne a cru écrire un problème où on pouvait trouver F1, F2 et R, c'est pas possible. Par contre, on peut trouver la proportion de F2, F1 et R. Voilà. Et je vais le faire maintenant. Comment? En jouant avec les systèmes de points vecteurs. Voilà. Voilà. Alors, je vais jouer en 2 cas de figure, sans repère avec repère. Je vais d'abord le faire sans repère. Voilà. Si je le fais sans repère, j'ai tout simplement un système triangulé. Et là, j'ai A, C, B, avec un angle de 20 ici, 110 ici. Voilà. Bon, les rives sont parallèles, fatalement. Hein. Si les rives sont parallèles, ici, on a ce qu'on appelle des angles. Hein, on a une séquente qui coupe deux parallèles, deux droites parallèles. Et quand on a une séquente qui coupe deux droites parallèles, ben, on a ce qu'on appelle des angles correspondants. Notamment, ici, on aura un angle qui est interne, c'est-à-dire vers l'intérieur du ruisseau, hein, à l'intérieur des parallèles, mais ils sont alternés, donc ils sont alternés, hein. Il y en a un qui est là, et l'autre qui est ici, ils sont alternés.
Hein, je prends celui-là et celui-là, ils sont alternés, donc ils sont alternés internes. Et donc, deux angles alternés internes, en géométrie, on dit que les angles sont égaux. Donc, fatalement, ici, j'ai 20 degrés, et je sais déterminer l'angle ici, fatalement. L'angle ici, ben, on sait bien que la somme des angles d'un triangle fait 180. 110 plus 20, ça fait 130. 130 moins 180, ce qui fait 50 degrés. Ou 180 moins 130, hein, c'est plutôt ça. Voilà, 50. Voilà, ce qui veut dire que l'angle total fait 70 et que le restant ici, là, ici, fait exactement 70. Là, on a un angle droit, hein, et ceci, c'est un angle droit. Donc, ce qui fait 90. Si j'ai déjà 20 et 50, ce qui fait 70, ben, il ne me reste plus que 20 degrés ici pour avoir 90. Voilà. Et sachant que la rive ici, de là à là, on a bien sûr 10 mètres. 10 mètres. Bon, ici, je veux considérer non pas le vecteur AC, mais des longueurs L1, L2 et L3. L3 qui, bon, voilà, fera office de la résultante AB. Voilà, du vecteur AB, non pas de la force résultante. Du vecteur AC, non pas de la force F2. Du vecteur CB, qui sont des points vecteurs. Des points vecteurs. Parce qu'à 2 points, j'associe un vecteur. À 2 points A et C, j'associe un vecteur qui est le vecteur AC. AC, au point C, au point B, j'associe un vecteur qui est le vecteur CB. Et au point A et au point B, j'associe un vecteur qui est le vecteur AB. Voilà. Et avec ça, je peux trouver, je veux dire, les normes des vecteurs AC, si vous voulez, AC, CB, et on va dire AB. Voilà, qui sont les normes des vecteurs, qui ne sont pas les normes de F2, F1 et R, si vous voulez, mais qui seront proportionnelles à F2. AC sera proportionnel à F2, CB à F1, et si vous voulez, AB à R. Voilà, là, il faut travailler avec un système de points vecteurs et non pas avec des forces. Bon, la norme AC, c'est tout simplement la longueur L1. La norme CB, c'est tout simplement la longueur L2, et la norme AB, c'est tout simplement la longueur L3. Bon, mais sachant qu'ici, on pourrait avoir toute une infinité de triangles ACB ayant ces caractéristiques-là, et proportionnelles, isométriques, une infinité de triangles isométriques. Mais, en fait, il n'y a qu'un seul triangle ici, puisque on va définir qu'on a 10 mètres de là à là. Donc, fatalement, une fois que ceci est fixé, ben, je n'ai plus une infinité de triangles isométriques. J'aurai une longueur ici adaptée en fonction de ce côté-là et de cet angle-là. Voilà. Donc, ici, si j'appelle ça A, C, B, E, je ne vais pas l'appeler D parce que D c'était le courant, rappelez-vous, le courant AD. Je vais appeler ça AE. Donc, AE, je peux trouver AC. Alors, le côté AC, il vaut quoi? Qui est l'hypoténuse, ici on a un triangle rectangle. AEC, c'est un triangle rectangle. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Je connais l'angle de 20 degrés. Donc, je peux faire côté opposé, côté non, côté adjacent. Côté adjacent, c'est EA. Donc, si je fais EA sur AC, c'est égal à EA, c'est le côté adjacent à 20 degrés. L'adjacent, EA, c'est celui qui le touche. Et celui-là, c'est l'hypoténuse parce que c'est le plus grand. Donc, c'est sûrement pas l'adjacent, celui-ci. C'est celui-ci, le plus petit, c'est l'adjacent. L'adjacent sur l'hypoténuse qui est le plus grand, voilà, qui est AC. Et ça, par rapport à 20 degrés, c'est ce qu'on appelle l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est ce qu'on appelle le cosinus. Voilà. Donc, ceci, l'adjacent sur l'hypoténuse, ce qu'on appelle le cosinus de 20 degrés, parce que c'est par rapport à l'angle de 20 degrés, je définis les côtés. Donc, si je veux AC, EA est égal à AC fois cosinus 20, donc vous, AC, c'est AC, vous,
AC vaudra EA sur cosinus 20. AC vaudra EA divisé par cosinus 20. EA sur cosinus 20, or EA vaut 10. Voilà. Voilà. Et en faisant ça, j'ai L1. On va calculer ça à la machine. « 10,64. Est-ce que c'est possible? On peut en discuter, hein? Ben oui, c'est possible. 64. Pourquoi? Parce que quand on a 10 mètres ici, si j'écarte de 20 degrés qui est un petit angle, 20 degrés c'est tout petit, mais fatalement j'aurai proche de 10, mais on a presque 11. Voilà, c'est ce qui est tout à fait plausible. Hein. Mais comme la grandeur, la grandeur minimale elle est là, et si je m'écarte, la grandeur commence à s'agrandir. Voilà, et plus je m'écarte, ça s'agrandit. Maintenant, plus je m'écarte ici, ah, ici, si je prends ceci, voilà, la distance là est plus petite que si j'avais pris ceci. Là, la distance est plus grande. Là, si je prends ceci, la distance est encore plus grande. Donc, fatalement, 20 degrés, c'est un petit angle, donc on est proche de 10. Mais plus grand que 10. Fatalement, plus grand que 10. Voilà. Et donc, L1 vaut 10,64. Bon. Connaissant L1, est-ce que je peux trouver maintenant... Je connais L1. Est-ce que je peux trouver L2? Bon. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que si on a un triangle quelconque, et avec les triangles quelconques, je peux faire ceci. On sait bien que le triangle quelconque, on aura L1 sur le sinus 20 sera égal à L2 sur le côté opposé, L2 sur sinus 50 sera égal à L3 sur sinus 110. Voilà, c'est la relation sinus en fait. Voilà. Alors, L1 c'est 10,64. Voilà, et je peux trouver L2. Donc j'ai bien L1 sur sinus de 20 est égal à L2 sur sinus de 50 est égal à L3 sur sinus de 10. Oui, 110. Donc c'est juste. Voilà. Donc je peux trouver L1, L2, L3 comme ça. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? L2, ce sera sinus de 50 divisé par sinus de 20. Bien vous mettre en degrés parce que sinon tout est faux. Hein. Voilà, produit des moyens est égal au produit des extrêmes, c'est sinus 50 sur sinus 20 fois 10,64. Voilà, j'ai 23,83 au centième près, je calcule au centième. 23,83. Voilà. Et maintenant, je vais calculer L3 toujours par la relation au sinus. L2 étant connu, j'ai 23,83. Je vais faire sinus 110. Sinus 110 divisé par sinus 50. Voilà. Sinus 110 divisé par sinus 50 fois 23,83. Voilà. 29,23. Voilà. Maintenant, vous pouvez je veux dire, vérifier tout ça par la relation du cosinus. Hein. Voilà, la relation du cosinus. Et comme on a un triangle quelconque, mais avec un angle obtus angle, donc il faudra faire un plus. Je crois que c'est un plus. Sinon, vous faites le supplément de ce que vous avez trouvé. Vous calculez qu'un moins, vous faites le supplément, vous trouverez quand même la réponse. Voilà, mais ici, je me fais confiance. Je me fais confiance. Autant dire que j'aurai
voilà, 10, 64, 23, 83 et 20, 20, 29, 23. Voilà, et ça, ce sont les longueurs, si vous voulez, c'est les intensités de AC, de CB et de AB, qui sont voilà, euh, des longueurs, des longueurs, voilà, et qui ne sont pas des intensités de force. Parce que les intensités de force, je ne sais pas les trouver. Par contre, on ne sait pas les trouver, c'est impossible de toute façon. Parce que F1, F2, F3 n'étaient pas connus et l'échelle n'est pas connue, c'est encore pire. L'échelle du dessin n'est pas connue. Donc à partir de là, le problème est impossible. Maintenant, ce qu'on peut trouver, c'est longueur L1, L2, L3. Et ces longueurs-là, apparemment, elles seraient, dire, proportionnelles au vecteur. Au vecteur. Parce que si on a une force par mètre, c'est ça que je voulais vous dire, si on a une force par mètre, ben, c'est-à-dire l'échelle, hein, si on a autant de centimètres par newton, je sais bien que j'ai une longueur L1, mais je multiplie par le nombre de... voilà, si c'est à l'échelle, sur un dessin, si 1 mètre, par exemple, pour aller de A à C, par exemple, il y a 10,64 mètres. Voilà. Donc si je mets 1 centimètre sur mon dessin, représente 1 mètre, voilà, et que par exemple j'ai une force je sais pas moi, au centimètre, j'ai une force de, de 3, on va dire combien de kilos, 50 kilos pour tirer le bateau, 50 kilos, qui fait 5 newtons, non 500 newtons, 50 kilos, ouais, on peut faire M fois G, P est égal à M fois G. Donc c'est comme, c'est comme le formule du poids, c'est M fois G, donc c'est M fois A. Voilà. Le poids, c'est une force. En intensité, il vaut la masse fois la gravitation. Or, ça vient de quelle formule? Mais ça vient de la formule de la dynamique qui est F égale ma. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour calculer l'intensité d'une force, voilà, dont le corps subit une accélération, un corps de masse M subit une accélération, ben c'est M fois A. Voilà. Et ça, c'est un cas particulier de ce cas-là. Donc, si A vaut une gravitation 10, 9,81, j'arrondis à 10, qui fait 10. Et si la masse fait voilà, 50 kg, 50 kg, 50 fois 10, ce qui fait 500 newtons. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai mis 500 newtons par centimètre. Voilà, 500 newtons par centimètre. Là, j'aurais 1 centimètre, mais là, j'aurais 2,3 cm, presque 2,4. Donc, ce qui veut dire que si j'ai 2,4 cm, je fais 500 fois 2,4. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle, qui n'est pas connue parce qu'ils ont dit que l'échelle n'était pas connue. Si j'avais ça, je peux trouver les forces. Mais ils n'ont pas donné ceci. Parce qu'ils ont dit que le dessin n'était pas à l'échelle. Donc ça a compliqué la tâche de retrouver les forces. Parce que déjà, les forces, on ne connaissait rien sur F1, F2, F3 en intensité. Oui, on connaît sa direction, son sens. Mais c'est insuffisant pour calculer les intensités. C'est pas parce qu'on connaît les directions et le sens que voilà, on va trouver l'intensité. Voilà, voilà. C'est-à-dire que ici, on peut avoir toute une panoplie voilà, de triangles isométriques à ça qui représentent les forces. Ah, j'ai une infinité de solutions parce que, enfin une infinité, bon, dans une certaine gamme de limites. Ce que je veux dire, bon, je peux dessiner un triangle comme ceci, F1, F2, F1, voilà, et R, qui est le résultat de ceci. Du moment que j'ai 50, 20 et 110, voilà, je peux dessiner toute une infinité de triangles isométriques, de triangles qui ont 50, 110 et 20. Voilà. Donc, ça veut dire que L1, L2, L3 seront, on va dire, proportionnels. Voilà. S'ils sont isométriques, c'est qu'ils sont proportionnels par rapport à un facteur K. Voilà. Et c'est les trois données qui doivent, les trois L1, les trois longueurs qui doivent être proportionnelles par rapport à un facteur K. Et s'il est proportionnel par rapport à un facteur K, mais ce facteur K, qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'échelle ici. Voilà, c'est la force par ce. C'est voilà, c'est combien de fois de centimètres fait pour une force F1. Voilà, en fait, c'est le facteur d'échelle. Le K serait le facteur d'échelle. Donc, et pour avoir le bon K, parce que là, je peux mettre une infinité de triangles avec F1, F2, F3 en rapport avec L1, L2, L3.
C'est pour ça que je vous disais, on ne sait pas trouver F1, F2, F3 parce qu'on ne connaît pas les intensités. Donc, je peux imaginer que c'est proportionnel à L1, L2, L3 avec un facteur d'échelle que je ne connais pas. Ce facteur d'échelle serait la proportionnalité pour avoir l'isométrie L1, L2, du triangle L1, L2, L3 et F1, F2, F3. Donc, ce facteur K, voilà, qu'on ne connaît pas, c'est à cause de ça qu'on a une infinité de solutions, c'est-à-dire qu'on a une proportionnalité entre F1, F2, F3 et L1, L2, L3. Et pour connaître vraiment F1, mais il faut connaître le facteur d'échelle, chose qu'ils n'ont pas donné. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Voilà, bon maintenant, ça on l'a calculé de manière... j'ai calculé L1, L2, les vecteurs, donc les points vecteurs AC, l'intensité de AC, de CB et de AB, donc des points vecteurs et non pas des forces. Et les points vecteurs sont proportionnels aux forces, mais comme j'ai pas le facteur d'échelle, je ne sais pas trouver les forces. Voilà, le problème il est là. C'est surtout ça le problème. Maintenant, je vais calculer, ça c'est sans repère, hein. C'est par la méthode de juste des triangles quelconques. Maintenant, je vais le calculer avec repère. Bon, avec repère, il faut juste positionner son repère correctement. Donc ici, on a A, C, B, on a 110 degrés. Là, on a 20. Là, tout à l'heure, on a déterminé qu'on avait 50. Et là, on avait déterminé qu'on avait dans l'énoncé 20. Ce qui était donné dans l'énoncé, c'est 110 et 20. Voilà. Et à partir de là, je vais positionner mon repère. Bon, c'est un repère planaire. Je travaille dans le temps, donc en fait, je vais mettre mon axe comme ceci. Tout simplement, mettre le point A comme origine pour me faciliter la tâche et mes calculs. Donc là, j'aurai X. Et là, j'aurai Y. Fatalement, ici, on a combien d'angles? On a calculé 20 degrés. Voilà. Là, à ce moment-là, la composition, je peux trouver R. R, c'est égal à quoi? Qui est la résultante. Mais je n'aime pas parler de R, comme je dis, c'est parce qu'il y a un facteur de proportionnalité, je préfère parler de point vecteur. Voilà, donc ici, je veux dire que AB, qui se représenterait un facteur de proportionnel par rapport à la longueur L3. Attention que la longueur L3 est exacte. Hein. L1, L2, L3 sont exacts. Voilà, et F1, F2, F3 est proportionnel à L1, L2, L3, si vous voulez, un facteur près, facteur d'échelle près. Voilà, donc AB c'est combien? AB c'est égal à, si vous voulez, à la composition de AC plus CB. Voilà, AC plus CB. Bon, si je représente CB sur un axe, c'est très facile. Parce que AC, vous comprendrez que AC, il a une composante en X. Là, je suis obligé de mettre une base vectorielle IJ. Voilà, IJ, qui va engendrer n'importe quel vecteur de l'espace. Voilà, c'est une base orthonormée, je veux dire, avec une norme qui est I, dont la norme de I vaut 1 et la norme de J vaut 1. Et I va engendrer n'importe quel vecteur sur X, et J va engendrer n'importe quel vecteur sur Y. Et que I, le facteur de proportionnalité fois le vecteur I, plus le facteur de proportionnalité bêta fois J, on a alpha I plus bêta J me donne n'importe quel vecteur de l'espace. Voilà. Enfin, du plan, pardon, je m'excuse. Du plan. Parce que pour l'espace, il faut rajouter gamma K. Voilà. Mais ici, je suis dans le plan, je ne travaille pas dans l'espace, donc ça ne sert à rien de parler d'espace. Donc ici, on aura alpha I plus bêta J. Voilà. Et idem pour CB. CB, c'est gamma I plus alpha bêta gamma delta, delta J. Bien sûr, avec bien sûr, la projection sur l'axe des Y vaut 0 pour CB, parce qu'il est parallèle à X, et donc on a un point. Projection ici, c'est un point. Hein. Si on a projection sur un point sur X, sur Y, ben ici on a 0 ici. Hein. Voilà. Et si je veux faire, si je veux AB, ben AB, comme on a dit que c'est AC plus CB, c'est-à-dire on a alpha I plus gamma I plus bêta. Non, alpha I plus bêta J. Ouais, donc j'ai alpha I plus gamma I plus bêta J. Voilà la somme vectorielle totale. Ce qui veut dire qu'on a alpha plus gamma en I
plus bêta J. Et là, j'aurai voilà, la proportionnalité à la résultante. J'aurai en fait, si vous voulez, la longueur L3 donnée sous forme de dans un repère. Alors pour ça, il faut chercher alpha, bêta, gamma. Bon, c'est encore une fois la trigonométrie. Ici, pour avoir la projection en X, j'ai un triangle rectangle ici, 90 degrés, et là j'ai 70 degrés. Donc il me faut, pour avoir AC en projection sur Y, c'est-à-dire pour rechercher le bêta, bêta vaudra côté opposé oui, mais je vais considérer que je connais assez, hein. Par les calculs précédents, je connais la longueur AC qui est de 10,64. Voilà. Donc, je peux calculer donc bêta, connaissant l'hypoténuse et l'angle de 70 ici. Donc, le côté opposé équivaut A, B, C, je vais appeler ça ce point-là F. Voilà, ce point-là F. Voilà, c'est CF, si vous voulez, je cherche CF, qui est bêta J. Bêta fois J. CF. Donc, on a bêta. On sait bien qu'il faut faire FCF ou FC. FC sur côté opposé à l'angle 70 sur l'hypoténuse. Sur AC. Et ça, c'est côté opposé sur l'hypoténuse, c'est le sinus de 70 degrés. Voilà. Mais je connais AC. AC, c'est 10,64. Donc, que vaut FC? FC, en fait, c'est mon fameux bêta J. FC, c'est 10,64 fois sinus 70. 10,64 fois sinus 70. Bon, vous allez me dire, ouais, mais alors, c'est facile de trouver alpha. Hein. Alpha I, si pour l'un c'est le sinus, l'autre c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire alpha, ce sera 10,64 fois le cosinus 70. Voilà. Bon, CB, on connaît CB. CB, c'est 23,83. Voilà. Et si je projette 23,83, ben, ça va être 23,83 sur, autant dire que le gamma vaut 23,83 directement sur I. 23,83. Voilà. Et en faisant tout ce calcul-là, en faisant alpha plus gamma, donc celui-là, ouais, celui-là plus celui-là, mais j'aurai la composante totale, voilà, en X. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, je vais le faire tout de suite, j'aurai alpha plus gamma, donc 10,64 cosinus 70, 10,64 cosinus 70, ouais, j'ai 3,64. Alpha vaut 3,64. Voilà. Alors le gamma, il vaut 23,83. Et le bêta vaudra 10,64. 10,64 fois sinus 79. Ça fait environ 10. Environ 10 ici, donc j'ai 10. Bon, je veux bien prendre 10. Parce que j'ai 9,99, voilà, donc ça fait 10. Voilà. Bon, on va déjà voir que alpha carré plus bêta carré fait 10,64. Pour voir si on ne s'est pas trompé,
Donc si je fais alpha carré plus bêta carré, je vais trouver 10,64. Donc je fais Pythagore. Donc 3,64 au carré plus 10 au carré. Voilà. Je prends la racine carrée de la dernière réponse. Voilà, j'ai bien dit 64. Donc, en fait, mon alpha bêta, je viens de le vérifier par Pythagore, il est bon. Maintenant, mon gamma, bon, c'est 23,83. Et on va calculer maintenant alpha, donc alpha i, ceci, plus gamma i, pour avoir la composante en i de la longueur L3, du vecteur, du point vecteur AB. Voilà, du point vecteur AB. Voilà, donc on va calculer ça. 3,64 plus 23,83, la composante en I vaut 27,47. Voilà. 27,47i. Voilà. Voilà, et ça c'est pour la résultante, si vous voulez, AB que je calcule. Voilà, plus bien sûr, dj. Voilà, dj. Bon, on va calculer Pythagore de ceci pour avoir la norme AB, et la norme AB vaut L3. Et on va voir si ça, on a bien ça. 27,47 au carré plus 10 au carré, racine carrée de la réponse, 29,23. Allons voir si L3 fait 29,23. Et si c'est le cas, on a bon. 29,23. Voilà, tout est bon. Voilà, tout ça pour vous dire quoi? Que ce problème-là, bon, était mal posé, c'est un problème qui est mal posé au niveau de l'énoncé. Parce que, étant donné que l'échelle n'est pas connue, comment voulez-vous trouver qu'on ne connaît pas F1, F2, la résultante, on ne connaît rien du tout, et que l'échelle n'est pas connue, comment voulez-vous qu'on connaisse quelque chose, qu'on ne connaîtra rien du tout? N'allez pas dire que l'échelle, ceci n'est pas l'échelle, justement, vous rendez le problème impossible en disant que l'échelle n'est pas connue. Si l'échelle était connue, là, vous faites un essai avec une échelle connue, ça change tout. Hein. J'ai le facteur d'échelle, je peux trouver, je mesure en centimètres combien vaut les vecteurs et je sais mesurer en centimètres la longueur des vecteurs et bien sûr par le facteur d'échelle retrouver la valeur de l'intensité du vecteur. Voilà. Mais ne connaissez pas ni F1, F2 et la résultante. Comment voulez-vous, et le facteur d'échelle, comment voulez-vous qu'on trouve quoi que ce soit? Par contre, ici j'ai pris le problème à l'envers, ne sachant résoudre aucune solution parce que on a toutes des inconnus, hein, c'est toutes des inconnus, voilà, on a toutes des inconnus. Donc à ce moment-là, et que c'est impossible parce qu'il y a trop d'inconnus, voilà, le problème il est là. Les intensités, on ne connaît rien sur les intensités. Comment voulez-vous trouver une intensité alors qu'on ne connaît rien sur les intensités et connaissant que la longueur d'une rive de 10 mètres, bon, c'est pas la longueur de la rive de 10 mètres qui va faire en sorte que je vais trouver l'intensité de la force du moteur. Fatalement, ça n'a rien à voir. La longueur, cette longueur, c'est 10 mètres, ça a été construit bas. La rive a été construite sur voilà, une distance de 10 mètres entre les deux rives. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'intensité du moteur qui, lui, bon, a besoin d'une force motrice pour. Voilà, et ça dépend de la fabrication du moteur et de voilà, le moteur qui a été apposé dessus. Donc, il n'y a aucune interrelation entre, je veux dire, les 10 mètres et le moteur, ce qui va produire comme. Voilà, comme intensité. Voilà, je ne sais pas trouver l'intensité du moteur si, par rapport à la rive de 10 mètres, ça n'a rien à voir. L'un et l'autre n'ont rien à voir. Par contre, pour prendre le problème, essayer de tenter de le résoudre malgré que le problème est biscornu, il a été mal posé en fait. Mais voilà, il a été mal posé le problème. Je pars du principe que je vais travailler avec des systèmes de points vecteurs en donnant des. Voilà, en trouvant les longueurs par rapport aux angles donnés. Là, à ce moment-là, j'ai toutes les longueurs données et que à ce moment-là, je peux trouver les forces pour autant que j'ai un facteur d'échelle K. Une fois que j'ai un facteur d'échelle déterminé, K, mais qui n'est pas connu ici, bien sûr, mais si dès le moment où on détermine une échelle donnée, à ce moment-là, j'ai le facteur d'échelle donné K, et je peux trouver exactement les forces, combien elles valent en intensité. Ici, j'ai une image, si vous voulez, j'ai une image des intensités de force, j'ai une image, mais il y a une infinité d'images possibles, c'est ça. Bon, j'ai un facteur K d'échelle, enfin, un facteur d'homothétie par rapport à ce triangle correspondant, qui est le système de points vecteurs donné par des longueurs
par rapport voilà, à l'interprétation géométrique voilà, voilà, des triangles formés par la trajectoire des bateaux et de la rive. J'ai toutes des distances, je travaille avec des distances, donc j'essaie de trouver un système triangulaire de distance au travers de points. Voilà. Et donc à partir de là, bon, je me dis, bon, si je peux trouver des données, oui, mais les forces, je ne les trouverai jamais de la vie. Sauf si on me donne le facteur d'échelle, c'est-à-dire l'échelle, combien de centimètres, combien de newtons s'applique sur. Si je prends sur un dessin, combien de centimètres sur le dessin, combien de newtons fait un centimètre, voilà, si je sais combien de newtons fait un centimètre, connaissant les distances là, je sais trouver d'office voilà, les forces. Les forces sont proportionnelles à ça, au système triangulaire là. Voilà. Pourquoi? Parce que ces forces doivent maintenir un cap d'une direction donnée avec des angles donnés. Voilà, je devrais toujours avoir 50, 110 et 20. 50, 110 et 20. Voilà. Et il y en a une infinité de triangles qui font 50, 110 et 20 par rapport au système qu'on a ici de point vecteur qui représente, je veux dire, des données non pas vectorielles, des données, je m'excuse, des données vectorielles, ça le représente. Hein. AC c'est un vecteur, CB c'est un vecteur, mais pas une force. AC c'est un vecteur, mais un point vecteur. CB est un point vecteur, et AB est un point vecteur proportionnel à la force pour autant que je connaisse le K, le facteur K. Mais bon, ici, je ne connais pas le K, donc je ne sais pas déterminer les forces. Et que je veux dire que les forces ont la même direction que ça, même sens, mais ce sera tous les triangles possibles et imaginables qui feront 50, 110 et 20, qui seront homothétiques à ce système triangulaire de distance calculé à partir des 10 mètres et des directions de données, des directions données et des sens donnés, surtout par rapport aux directions. Une fois que j'ai les directions, je sais tracer un système triangulaire. Le système de sens, bon, ça intervient, euh, le sens, si le sens était par là, ben c'est tout simplement, je travaille avec des opposés, tout simplement. Mais bon, c'est pas le cas ici, tout se suit. Quand on fait une composition, généralement, on met des vecteurs bout à bout, c'est ce qui se passe ici, donc il n'y a pas de problème. Et pour avoir la somme vectorielle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre de l'origine à l'extrémité finale. De l'origine à l'extrémité finale. Voilà. Et donc, il y a moyen de répondre. On a répondu à ce problème de deux façons. Bon, en ne faisant pas intervenir un repère donc, dans le plan, et un en faisant intervenir avec un repère dans le plan. Et sans repère dans le plan, qu'est-ce que je fais? Ben, je travaille avec les notions de triangulaire, avec les notions de triangle, donc de géométrie élémentaire dans le plan. Alors que si je mets dans, dans, dans un repère, oui, indirectement, je vais travailler avec la trigonométrie, donc fatalement des triangles rectangles. Voilà, parce que une décomposition dans un système d'axe x, y, hein, au niveau vectoriel, si je fais une décomposition vectorielle en i et en j et en i, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est une décomposition trigonométrique avec des sinus, cosinus. Hein. Voilà. Voilà, donc tout est dit. Donc, on a trouvé donc point vecteur AB, et donc je peux trouver la norme de AB, donc fatalement trouver une proportion de cette norme-là, si je connaissais le facteur d'échelle, mais je ne connais pas le facteur d'échelle. Donc ce problème-là, si vous voulez, il a été posé à des personnes, je veux dire, la personne elle-même qui a posé ce problème-là ne s'est sûrement pas rendu compte que, bon, il confondait système de points vecteurs et, si vous voulez, il confondait, je veux dire, notion de force. Voilà. Donc c'est vrai que bon, un mathématicien, bon, généralement les mathématiciens ont de connaissances mathématiques, bon, mais ils n'ont pas forcément des connaissances de mécanique. Voilà. Et donc ils peuvent s'embrouiller sur, je veux dire, des notions, je veux dire, si ça intervienne dans des notions qui ne leur sont pas, je veux dire, à proprement parler connues, pour ainsi dire, et qui veulent entamer une direction voilà, dans un créneau théorique qui n'est pas le leur et qui n'ont pas, se sont pas documentés, je veux dire, avant de parler de quoi que qu'est-ce, ben, ça peut arriver des choses pareilles. On pose une question, mais quelqu'un de lucide va toujours tout de suite voir que ce problème-là, il est aberrant. Hein. Quelqu'un qui a les connaissances, je veux dire, pour ainsi dire, de mécanique, verra que ce problème-là est aberrant et que, je veux dire, bon, il n'a pas à être posé parce que ça risque on va dire, de poser un réel problème je veux dire, de compréhension, d'abus, et je veux dire, de confusion, surtout de confusion, parce que ça prête à confusion. Ça peut prêter à confusion ce problème-là. Donc maintenant,
S'il avait dit que l'échelle était connue, bon, si le dessin était à l'échelle, ça changeait tout. Ah, parce que là, j'ai le facteur d'échelle. Je mesure, dans le dessin, je mesure, j'ai le facteur d'échelle. Là, je sais tout trouver. Mais le problème, c'est qu'il a été dire, c'est que dans l'énoncé, que le facteur d'échelle, donc l'échelle, voilà, n'était pas connue. L'échelle n'était pas connue. On n'a pas été dessiné à l'échelle. Et là, il s'est foutu dedans dans le problème. C'est là, en faisant ça, en écrivant ça, mais fatalement, il fait une confusion entre système de points vecteurs et calcul avec des distances. Voilà. Il calcule, pour lui, il calcule des forces avec des distances, alors qu'on ne peut pas calculer des forces avec des distances. Voilà, l'interaction entre force et distance, mais c'est dans mécanique en statique, voilà, en statique, voilà, ou dans les compositions de force ou décompositions de force, les interactions, en fait, ça va être, je veux dire, les leviers ou les couples. Les couples, là, on a une force, une distance et en cours. C'est une multiplication, c'est une distance fois une force. Voilà. Là, on comprend que une distance fois une force, ben, ça va donner un couple que je vais appeler gamma. Un couple. Voilà. Donc, donner un problème avec une distance et une force, je ne vais pas trouver la force parce qu'on m'a donné la distance. Je m'excuse, mais bon, vous avez beau chercher des années avec ça, vous ne trouverez jamais. Sauf si maintenant on me donne le facteur d'échelle. Là, à ce moment-là, fatalement, je connais autant de la force s'applique pour autant de centimètres sur le dessin. Je sais bien que 10 mètres représente autant de centimètres, mais là, à ce moment-là, si je sais bien que autant de centimètres euh, autant newton par centimètre, ben, je sais calculer combien de centimètres qu'il y a pour le dessin et donc fatalement calculer la force. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est un problème, je veux dire, un petit peu, on va dire, qui rentre dans le biscornu et qui vaut mieux éviter de demander ça. Je veux dire, à des élèves, peut-être que les élèves, bon, ils vont commencer à faire des amalgames sur des problèmes comme ça, mais je veux dire, c'est à éviter de poser. Sauf si maintenant on dit, bon, l'échelle est connue, le facteur d'échelle vaut autant, voilà, à ce moment, ça arrange tout. Mais vaut mieux éviter de parler de mécanique à des élèves, bon, voilà, de mécanique, alors que bon, c'est un cours de mathématiques. Si c'est un cours de mathématiques, bon, la mécanique n'a pas trop rentré en jeu, puisqu'il y a des cours de mécanique. Bon, c'est au cours de mécanique d'expliquer ça. Parce que bon, en mathématiques, si le professeur manque je veux dire, de connaissances, on va dire théoriques au niveau mécanique, mais ça peut poser des problèmes comme ceci, mettre l'amalgame, la confusion chez personne. Et après, quelques années après, il y aura des confusions à cause de ce problème-là. Parce que si on imbrique une confusion dans l'esprit des gens, mais dans la tête, à l'avenir, il va avoir toujours cet esprit qu'il a vu ça comme ça, et que je veux dire, c'était comme ça, et qu'en fait, pour lui extraire ce problème, ce défaut qu'il a dans sa tête à cause d'un problème qui était mal posé et qu'il a cru comprendre et qu'il pensait que ça allait être toujours comme ça, en fait, non. Je veux dire, on a imbriqué voilà, voilà, une fausse direction dans sa pensée. Voilà, donc, il faut maintenir. Les mathématiciens peuvent faire de la mécanique ou autre, ou des calculs autres, pour autant qu'ils maîtrisent le sujet. Parce que s'ils veulent commencer à faire de la mécanique, alors que bon, il leur manque je veux dire, voilà, des notions théoriques au niveau mécanique, mais soit ils doivent comment est-ce qu'on appelle ça, se documenter ou poser des questions à d'autres personnes plus expérimentées. Et il n'y a aucune je veux dire, aucune gêne, aucune honte à demander des questions, bien au contraire. L'apprentissage, c'est toujours bon, que dans toute sa vie, on apprend, et donc, il faut aller voir parfois des personnes qui sont plus aptes, plus compétentes, leur poser des questions pour, je veux dire, euh, voilà, pour essayer de, je veux dire, compléter ses connaissances. Voilà, et donc, il n'y a pas de honte, parce que généralement, les professeurs se renferment, ils veulent faire tout eux-mêmes, mais à un moment donné, ça pose des problèmes comme ça, hein, vouloir faire tout soi-même. Mais je veux dire, on rentre dans, dans un domaine qui n'est pas le sien et qui fait en sorte qu'il ne s'est pas documenté, il n'a pas voulu demander aux personnes et il s'est renfermé sur lui-même. Il a voulu essayer de faire un énoncé, mais l'énoncé, il est faux. Je m'excuse, il est faux. Voilà, donc parce qu'en fait, il existe les systèmes de points vecteurs, hein, et là, on n'a que des dimensions, on retransforme en vecteurs, et on a les forces, et les forces, ben, on peut faire une image des forces par rapport voilà, au système de points vecteurs, pour autant qu'on ait un facteur d'échelle. Voilà. Voilà. Et ça,
dire qu'on ne connaît pas l'échelle, c'est aller vers l'inconnu. Parce qu'on ne connaît pas F1, F2 et la résultante, mais alors là, si on n'a pas le facteur d'échelle, on ne sait rien trouver. C'est pas avec des distances que je vais trouver une force. Voilà. Ceci étant dit, ben, j'espère que je me suis fait bien fait comprendre et que quand on entame des problèmes de mécanique, ben, il faut essayer soit de poser des questions à des personnes compétentes qui vont le savoir, ou, je veux dire, se documenter, mais bien se documenter, parce que la mécanique, bon, ça, c'est-à-dire revoir toute la mécanique, parce que bon, il ne suffit pas de prendre un document, de se dire, ouais, je vais prendre ça, je vais commencer à expliquer ça, alors que bon, ça demande beaucoup plus d'explications. Et là, on commence à rentrer dans les connaissances pures et dures de la mécanique. Donc voilà, euh, voilà. C'est apprendre à laisser faire un problème comme ceci, surtout à, je sais pas, ça, c'est pour quelle année, ce problème-là, mais bon, faut pas rentrer dans des jeux, je veux dire, qui ne sont pas, je veux dire, des jeux, on rentre dans une zone dangereuse, là. Je veux dire, on peut inculquer des choses mauvaises aux élèves, ça c'est de un, et on peut, je veux dire, désorienter les élèves. Bon, déjà, voilà. Ce problème-là n'est pas opportun pour un cours de mécanique, de mathématiques, pour autant que, sauf, comme je vous ai dit, si la personne sait bien, voilà, documenter, si elle a demandé des explications à un mécanicien ou voilà, un professeur de mécanique, et voilà, et à partir de là, il peut commencer à soutirer des éléments pour aller faire un problème de mécanique mathématique relevant de la géométrie analytique dans le plan, géométrie vectorielle et voilà, et de mécanique. Et donc les trois ensemble, et ensemble pour faire un problème de mathématiques, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut pas oublier une chose, la géométrie, les notions vectorielles, c'est la mécanique qui a porté ça c'est la mécanique qui a porté ces connaissances aux mathématiques, hein, et pas l'inverse. La géométrie vectorielle ne vient pas des mathématiques, mais vient à coup sûr de la mécanique, hein. C'est la mécanique qui a offert, je veux dire, cet outil puissant aux mathématiques. Parce que c'est un outil qui a été créé par les mécaniciens. Géométrie vectorielle, voilà, euh, provient des notions de force, etc., etc. Et donc, notion de force qui a donné la géométrie vectorielle qui a donné aux mathématiques. Généralement, c'est les mathématiques qui donnent aux sciences, en général. Les mathématiques donnent aux sciences. Mais la géométrie vectorielle, c'est la mécanique qui a donné, je veux dire, toutes ces connaissances aux mathématiques. Bien sûr, les mathématiques se sont inspirées, ont pris de ça, et bien sûr, ont donné toutes des théories relatives, je veux dire, à la mécanique, à la géométrie vectorielle. Et ils l'ont adapté aux mathématiques, bien sûr, au monde des mathématiques. Tout ce qui était triangle, etc., etc. Voilà, je vous remercie beaucoup.